Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du médiation. conflit. Aujourd'hui, le conflit sous emprise relationnelle ou comment reconnaître que vous n'êtes pas dans un conflit ordinaire et ce qu'on peut vraiment faire. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les mécanismes invisibles de l'emprise dans un conflit, les signaux qui doivent vous alerter, et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à reprendre appui sur vous-même avant que la situation ne se cristallise davantage. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Vous êtes-vous déjà retrouvé incapable de dire ce que vous voulez vraiment ? Imaginez, vous êtes dans un conflit, une séparation, une rupture avec votre associé, un différend familial, et quelqu'un vous demande « Mais vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, vous ne savez pas que répondre. Pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que quelque chose depuis longtemps a progressivement éteint votre capacité à le formuler, à le défendre, à croire même que vous avez le droit de le vouloir. Vous voyez ce moment-là ? Et vous ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette position où vouloir quelque chose pour vous-même vous semblait presque illégitime ? Si oui, cet épisode est pour vous. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est quelque chose que nous rencontrons régulièrement et qui est très mal compris. C'est ce que nous appelons le conflit sous emprise relationnelle. Un conflit où le poids de l'autre partie sur vous est tellement fort qu'il perturbe votre capacité à vous défendre, où la dynamique relationnelle elle-même est devenue un obstacle à la résolution. On va d'abord voir ce qu'est vraiment l'emprise dans un conflit et pourquoi elle est si difficile à voir. Puis on va aller au cœur de ce qui se joue psychologiquement et on finira par les solutions, les vraies, celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, et pourquoi. C'est parti. Mais au fond, de quoi parle-t-on quand on dit emprise dans un conflit ? Le mot emprise fait peur. Il évoque des situations extrêmes, des documentaires, des cas dramatiques. Et pourtant, nous observons que l'emprise relationnelle dans un conflit est bien plus courante qu'on ne le pense, et bien plus discrète. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? L'emprise relationnelle, c'est une dynamique dans laquelle une personne a progressivement perdu sa capacité à agir librement dans son propre intérêt. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais par accumulation, par usure, par une série de petits gestes qui, pris un à un, semblent anodins. Tenez, prenons cet exemple. Martine est mariée depuis 17 ans. Son mari gère tout. Les finances, les impôts, les papiers. Il explique que c'est plus simple comme ça. Elle n'a jamais eu accès au code des impôts communs. Elle ne sait pas exactement combien gagne son mari. Et elle ne s'en est jamais vraiment inquiétée. Jusqu'au jour où elle décide de partir. Et là, elle réalise qu'elle ne sait pas ce qu'elle possède, qu'elle ne sait pas à quoi elle a droit, qu'elle n'a pas vu une fiche de paye de son mari en 17 ans. Elle arrive dans le processus de séparation complètement démunie informationnellement. Et son mari, lui, arrive avec son expert, ses chiffres, sa version déjà construite du partage. Vous voyez le problème ? Ce n'est pas un conflit ordinaire. C'est un conflit où le terrain a déjà été préparé par l'autre avant même que la négociation commence. Autre exemple, dans un contexte professionnel cette fois. Julien a cofondé un cabinet d'avocats avec Maître Renard, 60 ans, figure respectée du barreau. Pendant 5 ans, Julien a apporté l'énergie, les nouveaux dossiers, le développement digital. Maître Renard a apporté son nom, son réseau, sa légitimité. Progressivement, Julien a été mis à l'écart des décisions stratégiques. Il n'était plus consulté sur les orientations du cabinet. Les clients institutionnels ne lui parlaient plus directement. Et lui, il a intégré ça. Il s'est dit « c'est normal ». Il a l'expérience.
Quand le conflit éclate, Maître Renard propose une médiation. Julien arrive sans avocat, sans expert, sans évaluation indépendante des parts sociales. Il pense que sa bonne foi suffira. Elle ne suffira pas. Ce sont deux situations très différentes, mais elles partagent une structure commune. Une partie qui maîtrise l'information, les ressources, le cadre de la négociation, et une partie qui découvre, au moment où il faut se battre, qu'elle n'a pas les armes pour le faire. Ça, c'est le conflit sous emprise relationnelle. Mais alors, pourquoi on ne le voit pas, même quand on le vit ? C'est peut-être la question la plus importante de cet épisode, et la réponse est contre-intuitive. On ne voit pas l'emprise quand on la vit, parce qu'elle se construit dans la normalité, pas dans le drame, dans le quotidien. L'autre décide à votre place, parce qu'il est plus efficace. L'autre gère vos informations, parce que c'est plus simple. L'autre remet en question vos choix, parce qu'il vous veut du bien. L'autre s'interpose dans vos relations extérieures, parce qu'il vous protège. Chacun de ces gestes, pris isolément, peut être anodin. Ensemble, sur 10, 15, 20 ans, ils forment quelque chose de très différent. Et ce quelque chose, c'est une architecture où vous avez progressivement perdu accès à 3 choses fondamentales. L'accès à l'information, l'accès à votre propre jugement et l'accès à votre propre réseau de soutien. Vous me suivez ? Du coup, votre pouvoir d'action est limité. Ces 3 pertes, nous les retrouvons presque dans tous les conflits sous emprise que nous accompagnons, et elles ont une conséquence directe sur le conflit lui-même. Parce que quand le conflit éclate, et il finit toujours par éclater, vous vous retrouvez à devoir négocier sans information, sans confiance en votre propre jugement, sans soutien extérieur et sans confiance dans votre pouvoir d'action. 3 ou 4 handicaps simultanés face à quelqu'un qui, lui, arrive avec tout. Ce n'est pas une lutte à armes égales. Et prétendre que si, c'est le problème. Qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur de ce conflit ? Allons plus profond. Parce que ce qui se joue dans un conflit sous emprise, ce n'est pas seulement un déséquilibre d'informations ou de ressources. C'est quelque chose de plus insidieux. C'est une altération du rapport à soi-même. Or, pour sortir d'un désaccord ou d'un conflit, il est fondamental d'être dans une position où, réellement, vous avez confiance en votre propre pouvoir d'action. Quand vous vivez pendant des années dans une relation où votre jugement est systématiquement remis en question, même doucement, même bienveillamment, quelque chose se passe dans votre cerveau. Vous commencez à intégrer le doute comme réflexe. Vous hésitez avant de parler, vous reformulez, vous atténuez. Vous dites « peut-être »,« je crois ». En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Comme si votre propre vécu avait besoin d'être qualifié d'incertain. Et au moment du conflit, ce réflexe joue contre vous à chaque instant. Il y a un terme pour ça en psychologie, c'est le gaslighting, ou dans sa forme plus diffuse, la déstabilisation cognitive. L'idée, c'est que l'autre remet en question votre réalité au point que vous ne savez plus faire confiance à ce que vous percevez. Voyez jusqu'où ça va ? Et vous voyez le problème en médiation ? Si vous n'avez plus confiance en ce que vous percevez, comment allez-vous défendre ce à quoi vous avez droit ? Voilà le vrai cœur du conflit sous emprise. Ce n'est pas seulement que l'autre partie a plus de ressources, c'est que vous avez perdu accès à votre propre capacité de résistance. Et ça, c'est la dynamique qu'il faut absolument comprendre avant d'engager n'importe quel processus de résolution. Parce que si on ignore ça, si on plonge directement dans la médiation ou la négociation sans le voir, on risque de reconduire sous forme d'accords contractuels le déséquilibre qui existait déjà dans la relation. Ce serait comme demander à quelqu'un qui sort de 6 mois sans manger de courir un marathon. L'intention est bonne, le timing est catastrophique. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que l'emprise relationnelle dans un conflit, c'est un système construit dans la durée, souvent sans violence visible, qui finit par déposséder une personne de 3 choses,
l'accès à l'information sur sa propre situation, la confiance en son propre jugement et l'accès à un soutien extérieur indépendant. Et ce système, il produit des effets très concrets au moment du conflit. Vous n'arrivez pas à formuler vos besoins, vous minimisez vos droits, vous êtes prêt à signer n'importe quoi pour que ça s'arrête. Maintenant, question essentielle. Est-ce que toutes ces situations relèvent du même type d'accompagnement ? La réponse est non. Et c'est là qu'il faut être très précis. Parce qu'il y a une ligne. Et cette ligne, il faut absolument la connaître. Je vais être très directe sur ce point. Parce que ce serait une faute professionnelle grave de l'esquiver. Certaines situations d'emprise ne relèvent pas de la médiation, pas du coaching, pas du dialogue. Elles relèvent du droit pénal. Et dans ces cas-là, la priorité absolue, c'est la protection. Alors, qu'est-ce qui relève du pénal ? La violence physique, même une fois, même minimisée, même passée, une gifle, une poussée, un objet jeté, ce sont des faits délictuels, pas des incidents relationnels. La surveillance numérique. Installer un logiciel espion dans le téléphone de l'autre, placer des caméras sans consentement, accéder au compte à l'insu de l'autre, c'est une infraction pénale punie par le code pénal. Le harcèlement moral, les appels incessants, les messages répétés à toute heure, les comportements d'intimidation systématique, reconnus comme délit en droit français. Le contrôle coercitif. Depuis la loi de 2010, les comportements qui visent à dominer, isoler et contrôler un partenaire peuvent constituer des violences psychologiques au sens pénal. Dans ces situations, que fait-on ? Premier réflexe, documenter. Conserver les messages, les captures d'écran, voir un médecin si nécessaire et demander un certificat médical. Deuxième réflexe, appeler le 3919. C'est le numéro national pour les violences conjugales, disponible 24 heures sur 24, bien sûr si vous êtes dans une situation problématique liée à votre couple, liée à l'intimité. Troisième réflexe, consulter un avocat spécialisé avant toute chose. Pas un médiateur, un avocat. Et là, soyons clairs, la médiation est contre-indiquée dans les situations de violence avérée. Placer une personne en danger physique face à son agresseur dans un espace de dialogue, même avec un professionnel expérimenté, c'est lui faire courir un risque. La ligne est là. Violence et surveillance illégale, priorité à la protection juridique. Emprise sans violence physique avérée, c'est là que nos outils entrent en jeu. Vous voyez la distinction ? Alors revenons à nos deux situations, Martine et Julien. Tous deux vivent de l'emprise, tous deux sont en position vulnérable au moment du conflit. Mais aucune des deux ne relève du pénal. C'est exactement le terrain sur lequel nous travaillons. Et dans ce terrain-là, nous avons identifié 3 niveaux de réponse selon l'intensité de l'emprise. Premier niveau, le déséquilibre modéré. La personne ressent l'ascendant de l'autre. Elle hésite, elle reformule. Elle a du mal à tenir une position, mais elle a encore des ressources. Un réseau de soutien, même réduit, une capacité à tenir dans la durée, un accès partiel à l'information. Dans ce cas, une médiation ajustée peut être possible, avec des entretiens préliminaires individuels renforcés, un coaching de conflit préparatoire, et ce que nous appelons la neutralité engagée du médiateur, c'est-à-dire un médiateur qui n'est pas passif face au déséquilibre, qui va intervenir sur la forme pour pouvoir protéger et équilibrer les conditions du dialogue. Deuxième niveau, le déséquilibre fort. La personne est épuisée, isolée, elle ne connaît pas sa propre situation, elle n'a pas accès aux informations qui la concernent, elle ne peut pas participer à une médiation productive dans l'état actuel. Dans ce cas, et on peut s'en rendre compte en début de médiation, le mieux est peut-être de suspendre la médiation. Pas abandonner, suspendu. Un travail préalable est nécessaire. Ça peut être du coaching du conflit pour reconstruire l'accès à l'information et à la posture de négociation. Un suivi psychologique si la personne y consent. De l'information juridique. On peut reprendre le processus quand les conditions minimales sont réunies.
Et troisième niveau, le déséquilibre incompatible. On a déjà vu ça à l'instant. C'est déjà le cas quand violence, danger physique, inhibition émotionnelle, tout ça c'est tellement sévère que toute médiation exposerait la personne. Et là, à ce moment-là, il faut mieux orienter vers la protection juridique et des structures spécialisées. Voilà la carte, voilà comment on situe chaque situation, mais bien évidemment, vous pouvez en discuter avec le professionnel que vous consultez par rapport à votre situation de conflit. Alors, c'est quoi la médiation enrichie ? Et en quoi elle est différente ? On entend parfois ce terme chez nous, médiation enrichie, et on ne sait pas toujours très bien ce que ça recouvre. Alors expliquons-le, la médiation enrichie repose sur un concept que nous appelons la neutralité engagée. Peu de médiateurs la proposent. Le médiateur reste rigoureusement impartial sur le fond, il ne prend pas parti, il ne favorise personne. Ça, les règles sont les mêmes qu'en médiation, on va dire facilitative, classique. Mais il intervient activement sur la forme du processus pour rééquilibrer les conditions d'expression quand une partie est inhibée, dépressive ou dominée par l'intensité émotionnelle. C'est une question de l'accompagner en soutenant la parole, mais bien évidemment en restant impartial. Vous voyez la nuance ? On reste neutre sur le fond, ça, rien ne change. Mais c'est être peut-être dans une neutralité un peu plus engagée sur la forme. Alors concrètement, ça se traduit par plusieurs choses. C'est des séances préparatoires individuelles beaucoup plus nombreuses qu'en médiation classique, pour les deux parties, en équité de temps et d'attention. Le médiateur apprend à connaître les schémas de fonctionnement de chacun, les mécanismes de défense, les schémas qui risquent de rejouer en séance ce qui s'est joué pendant des années. En fait, les loyautés relationnelles invisibles, finalement, sont mises sur la table. Ces engagements non dits qui font que quelqu'un ne peut pas défendre ses intérêts sans avoir l'impression de trahir quelque chose. Des techniques de régulation émotionnelle sont intégrées au processus. Et, bien sûr, autant pour l'une des parties que pour l'autre. Car même si une personne a installé une forme de domination, elle peut avoir tout autant besoin de régulation émotionnelle que l'autre. Tout ça, c'est pas pour soigner, mais c'est pour permettre à la personne d'accéder à sa capacité de raisonnement, même sous pression. Et en séance commune, un équilibre actif de la participation est toujours, bien évidemment, maintenu. Le médiateur redistribue la parole délibérément. Il protège le silence de la partie qui cherche ses mots, il recadre les tentatives de déstabilisation, il transforme les reproches en questions. Vous dites que votre associé n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce donc vous aviez besoin dans ce partenariat qui n'a pas été satisfait ? Ce changement-là, il est simple en apparence, il est radical dans ses effets. Et il y a quelque chose d'important à dire ici. La médiation enrichie reste une médiation conventionnelle au sens juridique. Elle n'est pas de la thérapie, elle n'est pas du tout du soin psychologique. Le médiateur va utiliser des outils pour faciliter le dialogue et l'objectif reste bien évidemment la résolution du conflit qui oppose les deux parties, pas la guérison. C'est une distinction essentielle. Bien évidemment, le plus important, c'est le facteur temps. Le temps de la médiation n'est absolument pas le temps, en fait, de la guérison, de la thérapie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, ces deux approches peuvent se combiner dans des cas complexes, où il y a après ou pendant un accompagnement thérapeutique parallèle, mais qui souvent durera après le temps de la médiation. Les deux ne se concurrencent pas, ils peuvent se compléter. Alors concrètement, comment ça se passe quand quelqu'un nous contacte ? Alors quand quelqu'un nous contacte pour une médiation, quelle que soit la situation présentée, nous ne savons pas toujours au premier contact ce qui se joue vraiment. Et c'est tout à fait normal. Parce que l'emprise relationnelle, on vient de le voir, elle ne se voit pas d'emblée. Elle ne se voit pas dans un email. Elle ne se voit pas dans une conversation téléphonique. Elle ne se voit pas non plus, parfois, dans les premières minutes d'un entretien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que dans notre pratique, chez Resolve Co, nous commençons toujours par des entretiens individuels.
pas par des séances conjointes, pas par une table autour de laquelle tout le monde s'assied en même temps. Des entretiens individuels, séparés, confidentiels pour chaque partie. Et c'est là, dans ces entretiens-là, que les choses, déjà, se révèlent. Quelqu'un qui ne peut pas répondre aux questions factuelles sur sa propre situation, quelqu'un qui s'excuse avant même d'avoir dit quelque chose, quelqu'un dont le récit est truffé de « en tout cas, c'est ce que j'ai cru, je me trompe peut-être, il avait sûrement ses raisons ». Ces signaux-là, on les voit en entretien individuel, rarement avant. Et selon ce qu'on identifie dans ces entretiens, la suite est différente, très différente. Première possibilité, on identifie un déséquilibre modéré. La personne a du mal à s'exprimer, elle hésite, elle manque de certaines informations, mais elle a encore des ressources. Dans ce cas, nous ajoutons des séances préparatoires individuelles supplémentaires pour les deux parties en équité. On prend le temps qu'il faut pour que chacun arrive en séance commune avec une capacité réelle d'expression. C'est ça concrètement la médiation enrichie. Pas un concept abstrait, une pratique qui commence avant la première séance commune. Deuxième possibilité, on identifie un déséquilibre fort. La personne est épuisée, isolée, sans accès aux informations qui la concernent, incapable dans l'état actuel de se défendre. Là, nous suspendons le processus de médiation. Pas on arrête, on suspend. Et là, une précision importante. Si la médiation a commencé chez nous, nous ne pouvons pas et ne devons pas accompagner aussi la personne en difficulté sur le plan psychologique ou en coaching de conflit. Ce serait un mélange des rôles qui nuirait à tout le monde. Nous orientons alors vers un professionnel extérieur. Par contre, si la personne arrive chez nous après une médiation engagée ailleurs et qu'on identifie ce déséquilibre en entretien individuel, on peut faire quelque chose. Selon le degré du déséquilibre, nous proposons soit du coaching de conflit pour reconstruire l'accès à l'information, clarifier les droits réels, consolider la posture de négociation, redonner du pouvoir d'action, soit nous orientons vers une psychothérapie pour un travail plus profond sur les mécanismes d'inhibition et la reconstruction de la confiance en soi. Ces deux chemins ne sont pas interchangeables. Ce n'est pas le même travail. Le coaching de conflit est orienté vers le conflit actuel, vers l'action, vers la préparation future à un processus de résolution. La psychothérapie, elle va plus loin, plus profond. Elle traite ce que le conflit a réactivé, ce que la relation a abîmé sur le long terme. Les deux objectifs sont très différents. Le choix entre les deux dépend de ce qu'on identifie ensemble. Et ça ne peut pas se décider sur la base d'un article ou d'un podcast. Ça se décide dans un espace confidentiel avec quelqu'un qui connaît cette dynamique. Troisième possibilité, le déséquilibre est incompatible avec tout processus amiable. Violence avérée, danger physique ou inhibition tellement sévère que même le coaching de conflit ne serait pas la bonne réponse dans l'immédiat. Dans ce cas, on arrête tout. On oriente vers la protection juridique, vers les structures spécialisées, vers les professionnels du droit. Et on le dit clairement, sans hésiter, parce que continuer dans ces conditions, ce serait nuire. Vous voyez la logique ? Ce n'est pas un protocole rigide, c'est une lecture de ce qui se passe vraiment, et selon cette lecture, la réponse est différente. C'est ça, au fond, le travail que nous faisons chez Rezovco. Pas appliquer une méthode standard à toutes les situations, mais lire chaque situation pour lui donner la réponse qu'elle mérite. Et le coaching de conflit, qu'est-ce qu'il apporte de spécifique ? Alors le coaching de conflit, c'est un outil que nous utilisons régulièrement chez Rezovco dans ces situations. Et je vais être précis sur ce que c'est, parce que là aussi les confusions sont fréquentes. Le coaching de conflit, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas une exploration du passé. Ce n'est pas aller chercher qu'est-ce qui a pu se réactiver en vous. Ce n'est pas un travail sur pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est un travail orienté vers l'action, vers le futur, vers le conflit actuel, vers votre capacité à y participer activement, vers une situation où vous vous sentez déstabilisé. Qu'est-ce qu'on y travaille ?
La clarification des intérêts réels, parce que la personne sous emprise confond souvent ce qu'elle veut avec ce dont elle a besoin. Une sécurité financière, une reconnaissance de sa contribution, un cadre stable. Ensuite, c'est la reconstruction de la confiance en son propre jugement. Tout d'abord, il faut sortir la personne de son état de déstabilisation. Apprendre à dire « j'ai perçu ça » sans le qualifier immédiatement d'incertain. Apprendre à s'appuyer sur ce qu'on ressent comme une information valide. Et bien sûr, ceci est là pour vous permettre de retrouver votre pouvoir d'action. Ensuite, il y a la construction d'une posture de négociation. Comment tenir une position sous pression sans déclencher une escalade? Comment répondre à une tentative de déstabilisation sans perdre le fil? Donc là, bien sûr, on peut travailler à la fois des outils et à la fois la posture. La posture, on travaille ça souvent avec du coaching, dit coaching transformatif, qui permet, en fait, dans toute situation de déstabilisation et de fermeture, de ramener la personne à un état où elle est de nouveau en ouverture et peut agir. Après, il y a l'anticipation aussi des dynamiques de séance qui peuvent être travaillées. Être préparé à ce qui va se passer. Être préparé, en fait, aux futures discussions. On peut aussi discuter des tentatives d'intimidation. Les moments de doute, comment agir. Martine, après plusieurs séances de coaching de conflit, est arrivée en médiation différemment. Elle savait ce à quoi elle avait droit. Elle connaissait la valeur du patrimoine commun. Elle avait préparé ses formulations et quand son mari a repris ses schémas habituels de reproche, elle a tenu. Pas facilement, mais elle a tenu. Julien, lui, avait commandé une évaluation indépendante des parts sociales. L'écart avec les chiffres de Maître Renard était de 40%. Le coaching lui a permis d'arriver préparé sur ce point précis. Voilà, un travail préalable peut tout changer. Donc on revient à la question centrale, comment savoir dans quelle situation vous êtes? Voilà ce qu'on a vu jusqu'ici. L'emprise relationnelle dans un conflit est un système. Il se reconnaît à 6 signaux principaux. L'impossibilité à former ses besoins, la méconnaissance de sa propre situation, la minimisation de ce qu'on vit, l'isolement progressif, la pression assignée rapidement et la remise systématique de son propre jugement, et on se sent profondément déstabilisé, fermé. Il y a une ligne pénale à connaître, et dans ces cas, la protection juridique prime sur tout. Et il y a 3 niveaux de réponse amiables, on va dire, selon l'intensité du déséquilibre. Alors, comment savoir où vous en êtes, vous? Sur le site www.resolveco.fr, dans le blog, il y a de nombreux articles et nous avons notamment publié un test diagnostic en 12 questions. Il vous permet d'évaluer l'intensité de l'ascendant de l'autre partie sur votre capacité d'expression et de décision. Et il vous oriente vers le type d'accompagnement qui correspond à votre situation. Ce test, bien sûr, ne remplace pas un entretien professionnel, mais il vous donne un premier repère. Un premier miroir. Et on arrive alors à la partie action. Et je vais être honnête avec vous sur ce point. Les outils dont nous parlons, la médiation enrichie, le coaching de conflit, la médiation navette, nous en reparlerons dans un prochain podcast, ne sont pas des outils qu'on utilise seuls. Ils nécessitent un regard extérieur formé à ces dynamiques. Parce que dans un conflit sous emprise, la difficulté principale, c'est précisément que vous n'avez plus le bon angle de vue sur votre propre situation. Vous avez besoin de quelqu'un qui voit ce que vous ne pouvez plus voir. Cela dit, il y a 2 choses que vous pouvez commencer à faire maintenant. La première, c'est ce que nous appelons le journal des perceptions. Pendant 1 semaine, chaque soir, notez 3 choses. Ce que vous avez ressenti dans la journée en lien avec le conflit dans lequel vous êtes. Ce que vous avez voulu dire et ce que vous avez finalement dit. Et si ces 2 choses sont différentes, notez pourquoi. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de l'observation. Et cette observation va vous donner une information précieuse. Est-ce que je m'auto-censure? Est-ce que je reformule systématiquement à la baisse? Est-ce que je doute de ce que je perçois? La deuxième, c'est une question simple à vous poser face à toute proposition de l'autre partie.
Est-ce que j'accepte ça parce que c'est juste ou parce que j'en ai assez de résister et que je veux que tout s'arrête? C'est pas une question rhétorique, c'est une boussole. Et la différence entre les deux réponses, elle change tout à la qualité de l'accord que vous allez construire. Ces deux exercices donnent des premières pistes. Mais je veux être claire. Dans les situations d'emprise relationnelle complexes, l'analyse nécessite un regard extérieur formé à ces dynamiques. Ce que vous observez de l'intérieur est précieux, mais insuffisant. Un accompagnement individualisé, calibré à votre situation précise, fait toute la différence. Alors, récapitulons ce qu'on a parcouru ensemble aujourd'hui. L'emprise relationnelle dans un conflit, c'est un système invisible. Il se construit dans la durée, il dépossède progressivement une personne de son accès à l'information, de sa confiance en son jugement et de son réseau de soutien. Et il produit au moment du conflit une asymétrie radicale. On a vu les 6 signaux qui doivent alerter. On a tracé la ligne pénale et dit ce qu'il faut faire dans ces cas. Et on a exploré les 3 niveaux de réponse amiable. La médiation, enrichie avec une neutralité engagée, le travail préalable avec le coaching de conflit et l'orientation vers la protection quand le déséquilibre est incompatible avec tout processus amiable. Vous pourrez voir également notre article sur la médiation navette. Et peut-être est-ce une solution pour vous. Et vous avez maintenant donc réellement des actions concrètes pour commencer à mieux voir votre propre situation. Je veux vous laisser avec une idée. Dans un conflit sous emprise, la tentation est de vouloir que ça se termine vite, de signer, d'acheter la paix, de mettre fin à la douleur. Mais la paix ne s'achète pas avec vos propres droits sacrifiés. Et un accord signé dans l'épuisement et la vulnérabilité n'est pas une paix. C'est une prolongation du déséquilibre sous forme contractuelle. Ce qui nous semble vraiment transformateur dans notre pratique chez Rezovco, c'est quand une personne reprend accès à ce qu'elle sait, à ce qu'elle vaut, à ce à quoi elle a droit, pas pour se battre, pour se défendre, ce qui est très différent, pour construire un accord qui tient, un accord qu'elle peut regarder dans 5 ans sans regret. Et vous, quelle est la prochaine étape pour reprendre ce point d'appui-là? Si vous sentez que vous êtes dans un conflit sous emprise, conjugal, professionnel, familial, et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching de conflit et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur, à votre rythme, dans votre situation précise. Pour plus d'informations, www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était Conflit sous emprise relationnelle. Identifier, comprendre, agir. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.